Bienvenue dans Aparté. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des journalistes innovants et à d'autres passionnés de l'information qui font bouger les médias. Notre but, vous inspirer et donner des idées à tous ceux qui veulent lancer de nouveaux projets dans le monde merveilleux de l'information. Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Et pour aider notre jeune podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes. Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias. Et je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo. Aujourd'hui, nous allons parler de data journalisme. Nous avions très envie de réfléchir à cette question dans Aparté et d'évoquer les difficultés liées à ce format journalistique pas si nouveau, mais très porteur. Personnellement, je trouve que les données ouvrent un champ des possibles presque infini aux journalistes, pas seulement pour de grandes investigations, mais aussi pour des mises en perspective plus simples ou pour des enrichissements. Mais quand je donne des formations dans les rédactions, ce qui m'arrive souvent, je suis systématiquement confrontée à la peur que les journalistes ressentent face à des tableaux de chiffres. Nous sommes donc ravis de recevoir aujourd'hui une journaliste qui n'était pas prédestinée ni formée à manipuler des fichiers Excel, mais qui s'y est collée toute seule, et plutôt avec succès. Bonjour Rosanne Le Saint. Bonjour. Tu es à l'origine d'un dossier assez important intitulé les Pharma Papers, paru au mois de novembre sur le site de Basta, un média indépendant d'enquête. Ce dossier offre plusieurs articles sur la question de l'influence de l'industrie pharmaceutique sur les professionnels de santé ou les associations de patients. Tous ces articles se basent en partie sur des données publiques qui détaillent les liens d'intérêt entre les laboratoires et les praticiens. Mais ces données, bien que publiques, ne sont pas toujours lisibles. Et tu vas nous expliquer ce que tu en as fait. Mais d'abord, écoutons comment France Culture annonçait ce travail le 13 novembre dernier. Le journal, bonjour Clara. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les laboratoires pharmaceutiques ont réussi à tisser en France 14 millions de liens d'intérêt avec divers professionnels de santé. Ils ont pour cela dépensé 3,5 milliards d'euros ces 6 dernières années. Cadeaux, nuits d'hôtel, formation, une vaste étude journalistique donne les détails ce matin. France Culture vous les dévoile. Je le disais, tu es partie d'une base de données publique qui s'appelle transparence.gouv.fr et qui a été mise en place à la suite de l'affaire du Mediator. Et contrairement à ce que son nom semble peut-être indiquer, cette base n'est ni très transparente, et en tout cas, elle n'est pas facile à exploiter. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es lancé sur cette base ? Oui, alors j'ai commencé à enquêter sur divers sujets de santé, et là j'ai appris l'existence de cette base Transparence Santé qui a été mise en ligne en 2016. J'ai commencé à taper les noms des médecins que j'interviewais dessus et je me suis rendu compte qu'elle était très difficile d'accès. Il y a un captcha à chaque recherche. Pour un seul médecin, parfois, il faut cocher une trentaine de cases pour réussir à obtenir les résultats. Et puis surtout, il n'y a pas d'addition de tous les liens d'intérêt qui sont tissés entre l'industrie pharmaceutique et ce médecin. Ce qui fait que j'étais avec ma calculette en train de calculer un café, plus un resto, plus un billet d'avion, plus un contrat. Au final, combien l'industrie pharmaceutique l'avait payé. Et je me suis donc associée à Regard Citoyen, qui est l'association qui œuvre à davantage de transparence dans la vie publique, qui a créé notamment nosdéputés.fr, qui s'est rapprochée également du Forum Indep, qui est une association pour l'indépendance de la formation des médecins. Et avec eux, j'ai réussi à avoir des tableaux Excel, en fait, qui étaient des extractions de ces données publiques pour me les rendre davantage accessibles. Donc avec eux, on a réussi à faire le calcul, par exemple, qu'il y avait à peu près 3/4 des médecins des hôpitaux qui tissaient des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. On a trouvé que c'était une proportion énorme, et on a eu envie d'en savoir un petit peu plus. Donc à chaque fois que je faisais un article en particulier sur une catégorie de professionnels de santé, il me faisait des extractions de données et me les fournissait dans un fichier Excel. Moi, j'avais vraiment pas de formation particulière Excel. J'ai un ami qui est data journaliste, qui travaille chez Paris Match pour la rubrique Data Match, Adrien Gaboulot, qui m'a formé un minimum au tableau croisé dynamique, etc. Là, je me suis rendu compte que c'était magique. Moi, qui adorais pas les chiffres, j'ai réussi à avoir des résultats pas possibles, des palmarès. La magie d'Excel, ça me fait plaisir que tu parles de la magie d'Excel. Et toi, tu avais un penchant particulier pour les chiffres à l'origine, ou tu avais une sensibilité un peu... Parce que c'est vrai qu'Élise parlait beaucoup, et c'est vrai, à quel point les chiffres et les tableaux Excel font peur aux journalistes. Toi, c'était quoi ta formation à la base ? Tu avais quelle vision de tous ces chiffres à l'origine ?
Je suis pas une pro des chiffres, quoi. Je me les suis appropriés parce que, comme je réalisais pas mal de sujets économiques, j'avais pas le choix, entre guillemets, mais c'était pas une passion à la base. C'est juste que je me suis rendu compte que ça donnait des faits et que ça me permettait d'avoir des preuves sur les choses que j'appuyais et que ça donnait du concret, disons, et sur des sujets un petit peu compliqués, le fait de faire des palmarès, des tableaux, des podiums, généralement des tops, mine de rien, c'est ça qui fait que ça fonctionne et qui donne envie de lire, quoi. Le côté factuel. Exactement. C'est ça. Toi, tu n'as pas de formation scientifique à l'origine. Non, pas du tout. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tous les étudiants en journalisme, ou en tout cas les gens qui se destinent à ça, devraient suivre un minimum de formation pour mieux maîtriser les données ? Oui, parce que data journalisme, c'est peut-être un peu pompeux, entre guillemets, comme expression. En fait, c'est rien que de savoir traiter quelques chiffres et des tableaux Excel. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut faire peur. On peut se dire, mince, ça demande vraiment des connaissances pas possibles. Non, moi, j'étais pas mathématicienne. J'ai eu aucune formation en statistique. Juste, j'ai eu des personnes qui me les ont expliquées de manière très simple. Et quand on comprend l'intérêt, on réussit à s'y mettre, en fait. Et donc, du coup, tu donnerais quoi comme conseil aujourd'hui à un jeune qui dit, Excel, j'y vais pas. Ouais, ou le data journalisme, on va pas résumer ça à Excel, mais... De pas avoir peur, quoi, parce que ça arrive que des sources nous envoient des tableaux Excel, etc. Ça arrive qu'on n'ait pas trop envie de les garder, qu'on les mette dans un coin, qu'on les télécharge et puis avec des tas de signes dedans, qu'on exactement. Sache pas, ouais. Alors que finalement, voilà, c'est hyper simple de convertir un fichier pour plus trop avoir de signes bizarres et pour ensuite réussir à faire sa petite sélection soi-même. En fait, vraiment de faire le minimum. Il y a même des formations sur Internet qui existent à Excel pour faire des tableaux croisés dynamiques, de vraiment maîtriser une petite panel d'outils Excel, ça permet d'avoir énormément de données accessibles et pour le coup, comme c'est un petit peu embêtant de s'y mettre, ça offre un petit plus dans ce monde concurrentiel qui est le journalisme, quoi. Ça fait pas rêver, mais c'est comme ça que je convainquais les rédactions avec lesquelles je travaillais. J'arrivais avec mon petit ordinateur et je leur montrais, là j'ai le top 10 des députés médecins qui sont le plus financés par l'industrie pharmaceutique, et d'un coup ça rendait un peu plus sexy les tableaux Excel. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cette base de données, mais c'était quand même une petite galère dans le sens où il fallait à chaque fois que j'ai recours à ces associations-là pour qu'elles me fassent l'extraction, que je convertisse les fichiers, qu'ensuite moi je fasse mes tableaux croisés dynamiques, ce qui n'était pas non plus le plus facile d'accès. Donc ensuite, Regard Citoyen m'a mise en contact avec le collectif Euros for Docs. Donc c'est un groupe de data scientists qui œuvrent également à davantage de transparence dans le secteur de la santé. Et donc, eux, ils ont eu comme idée d'extraire cette base de données légale et d'en faire un outil bien plus simplifié, une sorte d'annuaire de conflits d'intérêts où on peut taper le nom d'un médecin, d'une société savante, d'une association de patients et réussir à savoir quels sont les liens qui sont tissés avec l'industrie pharmaceutique, donc quels sont les contrats passés, combien ils sont rémunérés, mais aussi à quel colloque ils ont été invités, à quel resto, etc. Et ça permet d'avoir vraiment un outil numérique bien plus facile que l'utilisation des données Excel, etc. et bien plus accessible à tous. Donc pour qu'on comprenne bien, la base de données Euros for Docs, elle est reliée en fait à cette base de données Transparence Santé, qui elle est basée sur les déclarations des laboratoires pharmaceutiques, n'est-ce pas ? Exactement. Donc ils sont obligés de déclarer ? Ils sont obligés. Malheureusement, il n'y a pas de contrôle à ces déclarations. J'ai encore interrogé la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, la semaine dernière à ce sujet. À chaque fois, je demande qu'est-ce qui se passe en cas de manquement à ces obligations légales ? Et on me répond les laboratoires risquent une grosse amende. Il me semble que c'est 45 000 € d'amende en cas de non-déclaration. Pour un laboratoire, c'est pas énorme. Non, c'est et pas surtout, grand-chose. quand je demande qui contrôle cette base de données, elle me répond je ne sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas. Donc bon. En tout cas, même si c'est juste déclaratif, il y a déjà pas mal d'informations, effectivement, sur tous les liens d'intérêt tissés avec les praticiens, les associations, etc., etc. Et donc Euros for Docs, en tout cas, est relié en permanence avec la mise à jour de ces données sur Transparence Santé. Voilà, là, c'est tout récent, mais le collectif Euros for Docs a réussi à faire une actualisation quotidienne des données. Donc, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est mis à jour également sur Euros for Docs. Et ils ont réussi également à corriger les doublons et à rendre la base avec un petit peu moins d'erreurs que ce qu'elle n'est, quoi. D'accord. Combien de temps il a fallu pour mettre en place cette base de données entre toi et les data scientists dont c'est davantage le métier ? On s'est rencontrés la première fois en juillet 2018 et ensuite quand on a commencé le projet Pharma Papers avec la rédaction de Basta, on a eu des contacts quasi quotidiens par téléphone ou par mail pour essayer d'améliorer cette base de données. En gros, moi je me la faisais un peu sur mesure entre guillemets au fur et à mesure des recherches. Je me disais tiens, j'aimerais bien que à chaque fois que je tape le nom d'un praticien, j'ai l'ordre
dans lequel, des labos qui le financent le plus directement. J'aimerais bien que ce soit les montants qui apparaissent en premier. Après, je me suis rendu compte, comme je connaissais bien à la base de Transparence Santé, je savais qu'il y avait des informations qui apparaissaient pas de manière facile, c'est-à-dire le nom du colloque auquel ils avaient assisté, où c'était, etc. Parce que parfois, je trouvais des prix de billets d'avion faramineux, donc j'avais besoin de savoir à quel colloque ça correspondait. Et du coup, ces data scientists me les rendaient plus accessibles. Et c'est sur la base de donc, ces données-là que toi, tu as fait un travail journalistique, c'est-à-dire tu as écrit des papiers, tu as trouvé des sujets, déterminé des angles, écrit des papiers et proposé ça, notamment à la rédaction de Basta. Voilà, parce qu'en fait, effectivement, comme la journaliste de France Culture le présente, ça paraît une espèce d'énorme masse d'informations qui tombent sur nous comme ça d'un coup. Donc, c'est 14 millions de liens d'intérêt qui sont tissés depuis 2013, 3,5 milliards d'euros qui ont été versés. Alors, quand on donne des gros chiffres comme ça, c'est pas évident de se rendre compte, mais ensuite, quand on réussit à faire le palmarès, notamment des spécialistes qui sont les plus financés par l'industrie pharmaceutique, on se rend compte que les oncologues, donc les experts en cancer, par exemple, option hématologie, perçoivent chacun en moyenne quasiment 1 000 euros par mois de l'industrie pharmaceutique, donc en plus, bien sûr, de leur salaire de médecin attitré. Donc, on réussit à faire le palmarès, par exemple, des médecins qui sont les plus financés, mais aussi des laboratoires qui financent le plus. Et alors justement, ces sujets, est-ce qu'il faut forcément que ça parte d'une idée que tu as, ou est-ce qu'il y a un système d'alerte où à un moment, il y a une espèce d'anomalie sur les oncologues et vous allez les examiner? Alors en fait, on a réussi à croiser les bases de données avec Simon Gouin, qui est un journaliste également de Basta. Lui, il a pris toutes les bases de l'assurance maladie. Depuis l'an dernier, il fait ça. Et il fait le classement des médicaments qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Et quasiment tous les médicaments qui coûtent les plus chers à la sécurité sociale, ce sont les anticancéreux, vu que c'est la maladie qui monte, entre guillemets, et qui présente le plus de nouveaux médicaments. On s'est rendu compte que c'était effectivement ça qui coûtait le plus cher. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire le parallèle. Est-ce que par hasard, ce serait les spécialistes qui soignent le cancer qui seraient aussi les plus soignés par l'industrie pharmaceutique, qui ont le plus besoin. Les plus soignés par Exactement, l'industrie. Voilà. Et donc, du coup, ça vient forcément d'une idée de journaliste. La base elle-même, elle dit rien toute seule. Comme on connaît ses potentialités, ça donne envie d'aller creuser, en fait. Et comme on se rend compte qu'on peut savoir, par exemple, combien les associations de patients reçoivent, on se dit, ah tiens, les associations de patients aussi reçoivent de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Et là, on creuse et on peut faire le palmarès des 10 associations qui sont les plus financées. Et ça donne des idées de sujets. C'est un peu dans les deux sens, en fait. Alors cette chanson, c'est une chanson du rappeur Mokobe. Elise m'a dit qu'il était très connu, je ne le connaissais pas. Et en tout cas, cette chanson, elle a été utilisée l'an dernier dans une campagne de sensibilisation au mal de dos. Donc c'est une campagne qui a été très largement financée par les labos pharmaceutiques. Et dans un de tes articles, tu montres le lien qu'il existe entre un médecin qui apparaît toujours dans cette même campagne de sensibilisation et des labos. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement comment tu as fait ce rapprochement ? Alors le cheminement, en fait, il est que je voyais souvent des campagnes de prévention à certaines maladies un peu partout dans le métro. L'an dernier, j'avais vu une campagne sur le psoriasis, donc une maladie de la peau à la base, mais qui provoque aussi des rhumatismes. Et l'année dernière, naïvement, je la vois, je me dis, tiens, c'est le ministère de la Santé qui finance cette campagne. Il y a peut-être peu de gens qui savent qu'ils ont ce psoriasis et qui auraient besoin de le savoir. Et puis cette année, à la lumière de Heroes for Dogs, ma petite parano peut-être d'avoir su qu'il y avait autant de liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, je creuse un petit peu et donc j'appelle France Psoriasis, l'association qui met en place cette campagne. Et la présidente m'informe que c'est en fait l'industrie pharmaceutique qui finance la campagne, notamment le laboratoire AbbVie. AbbVie, je regarde un peu qu'est-ce qu'ils font comme traitement. Et le traitement qu'ils ont envie de mettre en valeur en ce moment, c'est le traitement Humira. Donc c'est un médicament contre les rhumatismes. Et c'est aussi le médicament qui coûte le plus cher à la sécurité sociale tous les ans. Donc je me renseigne sur cette campagne et je me rends compte que le but, c'est d'inviter au diagnostic les personnes qui ont des psoriasis. Apparemment, il y en aurait 1 sur 3 qui auraient aussi des soucis de rhumatisme. Et donc, je me rends compte qu'il y a un intérêt pour un laboratoire qui vend des produits contre les rhumatismes à financer une telle campagne.
Là, je tire un peu la pelote de laine et je me rends compte qu'il y a un site qui a été créé l'an dernier, ne lui tournez pas le dos, donc pour inciter au diagnostic de ces maladies liées au rhumatisme. Je creuse un peu, je regarde si le traitement a une bonne balance bénéfice-risque, on appelle ça. Enfin, comme disent les médecins, en fait, on mesure est-ce que tous les apports de ce médicament valent le coup par rapport aux effets secondaires. Je me rends compte que c'est un traitement qu'on utilise quand les plus doux n'ont pas réussi à soigner les rhumatismes. Mais qu'en revanche, il y a des effets secondaires importants. Et là, je me renseigne auprès du Formindep, donc l'association qui voudrait davantage d'indépendance de la formation des médecins, qui m'indique en fait ce test de diagnostic qu'il y a en ligne sur cette campagne, il n'est pas valable et qu'il incite au surdiagnostic, qu'il y ait plus de personnes qui ont juste des petits soucis de dos qui pourraient croire qu'elles aient une maladie rare qui nécessiterait ce traitement. Et je vois que c'est toujours le même médecin qui est interrogé sur ce site d'information, de campagne en fait. Et là, forcément, avec ma petite habitude, je tape le nom de ce médecin sur Euros for Dogs et je me rends compte qu'il est largement financé par l'industrie pharmaceutique puisqu'il touche à peu près 2 600 € par mois par l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et que les laboratoires qui le financent le plus, ce sont AbbVie et MSD, qui produisent ce type de médicaments. Donc en fait, le lien est rapidement fait. Il n'a pas voulu répondre à mes questions, mais à chaque fois, j'appelle évidemment les personnes que je cite et je leur demande. Et parfois, ils oublient même qu'ils ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Ils me disent mais non, j'ai pas de... Et là, je leur dis bah si, en fait, le 22 juillet, vous avez passé un contrat avec tel laboratoire et en fait, avec les faits, on peut pas passer outre, quoi. Comment tu es sûr de l'information ? Parce que sur la plateforme Euros for Doc, vous prenez quand même beaucoup de précautions, parce que maintenant elle est disponible à tout le monde, on va y revenir. Comment est-ce que tu t'assures que ce médecin en question a bien été payé par tel labo et qu'il y a un lien d'intérêt ? Bon, à chaque fois, c'est le principe du journalisme. Donc, j'interroge toutes les parties. Donc, j'interroge le laboratoire et le médecin, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il y a des erreurs. Parfois, on trouve des montants faramineux. On se demande un petit peu. Alors, quelquefois, c'est vraiment des erreurs. On me dit non, alors c'est parce que le montant, il était en dinars tunisiens et pas en euros. C'est pour ça que ça paraît tant. Et c'est là qu'on se dit que malheureusement, la base n'est pas parfaite. Ouais. C'est juste une petite ouverture sur tout ce qui est financé par l'industrie pharmaceutique, mais elle n'est pas parfaite. Ça donne une proportion, disons. Alors, on comprend avec tout ça que ça prend énormément de temps. Enfin, tu dis que tu as commencé en juillet 2018. Le dossier Pharma Papers est sorti au mois de novembre. Le travail sur les datas, c'est compliqué pour un pigiste et même pour une rédaction de rémunérer un pigiste, puisque à la base, la pige, c'est au nombre de signes. On imagine bien que par rapport au nombre de signes que tu as dû être payé, le travail sur les données, ça n'a rien à voir. Comment ça se passe ? Comment tu négocies avec un média quand tu fais du data journalisme en indépendant ? Ouais, en fait, c'est un peu le même principe de comment on négocie une enquête avec un média, parce que forcément, ça prend beaucoup plus de temps de recherche que de temps à écrire et de nombre de signes. Donc, en fait, pour Bastamag, j'avais négocié un forfait pour être payé au projet Pharma Papers. Et puis, finalement, comme je me suis laissée prendre par l'enquête et que j'avais de plus en plus de propositions de sujets, que la rédaction était preneuse, etc., ça a commencé à me prendre énormément de temps et bien plus que ce que finalement le forfait me finançait. Donc, on a fait un petit réglage, on s'est arrangé. Mais voilà, moi, je préconise de négocier des forfaits qui prennent davantage en compte le temps de recherche, quoi. Ce long travail te permet de faire différents sujets. Et est-ce que, du coup, tu dirais que, voilà, maintenant, avec la base, la réflexion, les habitudes, peut-être, tu t'appelais ça aussi ta petite parano, que tu as, c'est quelque chose qui, très professionnellement, est rentable. Maintenant, dès que je réalise, je suis devenue un petit peu spécialisée en santé, et dès que je réalise des sujets, j'ai le réflexe de taper déjà tous les noms des personnes que j'interviewe sur Euros for Docs. Et puis également de me pencher notamment sur les sociétés savantes des médecins. Ce sont en fait les clubs des médecins les plus réputés de telle et telle spécialité. Et je me rends généralement compte quand je réalise un sujet qu'il y a un souci de manque d'informations sur les effets secondaires, etc., que généralement, c'est aussi parce que ces sociétés savantes sont financées par l'industrie pharmaceutique qui organise les grands congrès annuels avec des symposiums et des formations qui sont organisées par l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir qu'elles se sont incrustées dans une faille de l'État, en fait. Comme la formation continue des médecins, profession libérale, n'est pas assurée par l'État ou quasiment pas, ce sont les laboratoires finalement qui continuent de les informer sur les nouveaux traitements, etc. Et évidemment, en tant que commerciaux de leur propre marque, ils vont pas insister sur les effets secondaires, d'où les soucis, les scandales sanitaires qu'il y a eu, quoi.
En fait, tu as une infinité de sujets là qui s'offrent à toi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu interminable. En fait, cet outil, je l'utilise tous les jours. En fait, il est tous les jours ouvert sur mon poste d'ordinateur. Et est-ce que tu sais, parce qu'il est public, moi je veux dire, j'ai essayé, je me suis inscrite. Alors il y a juste un petit truc, si tu as un compte Google, tu peux y aller directement. Sinon, il faut demander une autorisation. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Ça, j'avoue que j'ai pas la réponse. Ça, techniques. c'est la cuisine interne des data scientists de Data for Good. D'ailleurs, c'est eux qui s'en occupent et qui tous les mercredis se retrouvent pour essayer d'améliorer l'outil Euro4Docs. D'accord. Parce que du coup, je me suis inscrite, évidemment, on va tout de suite chercher ces médecins. Bon, voilà. Et d'ailleurs, sur la plateforme, on incite en fait, que ce soit le grand public, mais aussi évidemment les journalistes, à se l'approprier. Mais il y a beaucoup de précautions qui sont prises. Alors toi, tu la connais bien. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention quand on utilise cette plateforme ? Et est-ce que tu penses aujourd'hui que les journalistes ont compris qu'elle existait et qu'ils pouvaient y trouver des sujets finalement ? En fait, les data scientists qui s'en occupent sont très précautionneux parce qu'il faut l'être. En gros, cette base de données, elle n'est pas exhaustive, il y a des soucis, il y a des doublons. Ils préfèrent mettre en garde à ce niveau-là pour dire, voilà, il n'y a pas toutes les réponses dans cette donnée, c'est une partie des données. Et je pense que toutes ces mises en garde, oui, c'est pour ne pas tromper, entre guillemets, la personne qui va rechercher. La base, elle est hyper facile d'utilisation. Je ne sais pas si les journalistes se la sont appropriés. Je sais qu'il y avait une formation qui était prévue à Radio France, notamment pour former les journalistes dessus. Je sais aussi que quand il y a eu le scandale des Implant Files, les journalistes de Cache Investigation, Édouard Perrin s'y est intéressé, on commençait à regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Parce qu'en fait, il y a le modèle états-unien qui existe, $4Docs, qui a été créé par le média ProPublica. C'est une sorte de copie qu'on a réalisée ici pour l'Europe. Donc ça a fait ses preuves. Il y a eu des séries et des séries d'articles qui ont été faits grâce à $4Docs. Là récemment, il y a le scandale des opioïdes qui sort aux États-Unis avec les laboratoires qui auraient surprescrit ce médicament qui donne beaucoup d'addictions. Par exemple, c'est grâce à $4Docs que c'est sorti. Donc je pense qu'à terme, ça va réussir aussi à se faire une petite place dans l'investigation en France. Merci beaucoup Rosen d'être venue nous raconter ton plongeon dans le grand bain du data journalisme. Si vous nous écoutez sur iTunes, n'hésitez pas, on le répète, à nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à être bien classés et à remonter dans les oreilles de ceux que l'information passionne autant que nous. Salut Rosen, salut Jean-Baptiste. Salut Elise. Salut. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Aparté.